philosophie et la littérature. Présenté le 28 décembre 1983 comme allocution présidentielle à la section de l'Est de l'Association américaine de philosophie à Boston, cet essai apparut d'abord dans le Grand Street et ensuite dans Proceedings of the American Philosophical Association. Il est question de la tentative de transformer la philosophie en une forme d'art, du moins en un genre de littérature tactique, brillante, bien que vouée à l'échec, qui aurait rendu auto-assujettissant l'assujettissement philosophique de l'art, ce qui est clairement le but recherché par Jacques Derrida, dont le nom apparaît vers la fin du texte. Le titre parodie les caprices de ponctuation qui sont la signature de cet auteur. L'épigraphe est tirée de Hegel, Werke in 20 Bänden, Francfort-sur-le-Main, sur le Kemp, 1970. Notre discipline semble être un mélange si singulier d'art et de science qu'il est surprenant que ce soit seulement récemment que certains se sont mis à exiger que la philosophie soit considérée comme de la littérature. Surprenant et en même temps quelque peu alarmant. Bien entendu, tant de choses ont été récemment affranchies comme littérature qu'il était inévitable qu'après s'être penché sur les bandes dessinées, les gazettes de cinéma, les romans de gare, ou encore la science-fiction, la pornographie et les graffitis, les théoriciens de la littérature se tournent vers les textes philosophiques. Cela en vertu d'une conception très élargie du texte qui nous permet d'appliquer les stratégies de l'interprétation herméneutique aux tickets de bus et aux récépissés de bagages, aux petites annonces et aux bulletins météorologiques, aux listes de linge et aux oblitérations postales, aux bons d'épargne et aux carnets d'adresses, aux prescriptions médicales, aux recettes de pâtisserie, aux bidons d'huile d'olive et aux bouteilles de cognac. Donc pourquoi pas aux méditations, analyses et critiques. Il est vrai qu'il ne s'agit pas là de littérature au sens exalté du terme à laquelle nous pensons lorsque nous parlons de la philosophie comme d'un art. Mais même si nous retenons les connotations normatives du terme, il demeure quelque peu troublant que cet aspect particulier de la philosophie soit maintenant devenu assez visible pour qu'on nous demande de traiter les textes philosophiques comme un genre littéraire particulier. Car après tout, les impératifs qui ont présidé à la transformation de la philosophie en une profession ont mis l'accent sur ce que nous avons en commun avec les sciences. Si quelque égalitarisme sémiotique nous enjoignait à considérer les publications qui paraissent régulièrement dans la Physical Review comme autant de textes, leur dimension littéraire ne pourrait nous apparaître que comme profondément secondaire, comme nous est toujours apparue celle de la philosophie. La traiter soudain comme dimension primaire est forcément déroutant. La philosophie comme littérature a d'autres implications au-delà de l'affirmation selon laquelle les textes philosophiques ont parfois un certain mérite littéraire. Le fait que certains parmi nous, Strawson, Ryle ou Keane, pour ne pas nommer Santayana, Russell et James, écrivent une prose distinguée nous procure une vague satisfaction et nous considérerions tous comme avisés à un professeur d'anglais qui choisirait des pages d'un de ces auteurs comme paradigme de composition textuelle. Malgré tout, nous avons tendance à considérer le style, sinon pour autant qu'il renforce la clarté, comme accessoire et superflu par rapport à ce qui nous retient dans ces textes, comme une simple Farbung, coloration, pour employer le terme dépréciatif de Frege. Donc, lorsque nous faisons pivoter des textes philosophiques en sorte que la facette secondaire devienne le point de mire de l'intérêt intellectuel, ce que nous considérions comme la facette primaire se trouve mis à l'ombre. Adhérer précisément aujourd'hui au concept de la philosophie comme littérature semble revenir à admettre tacitement l'opinion selon laquelle les impératifs austères de la philosophie comme science ont perdu leur énergie. Compte tenu de ce qui est arrivé aux textes tels qu'on les traite ces derniers temps, notre canon paraît subitement fragile et on est peiné à l'idée de les voir subir le sadisme frivole du déconstructionniste. Et même abstraction faite de ces violations peu édifiantes, la perspective de la philosophie comme littérature nous met mal à l'aise. Prenons le cas comparable de la Bible comme littérature. Il est sans doute possible de la lire comme telle, de réagir à sa poésie et à ses récits comme à de la poésie, et à des récits d'apprécier ses images pour leur puissance et ses représentations morales comme un genre de drame. Mais en la traitant de cette manière, on s'éloigne considérablement de la Bible considérée comme corpus de révélation, de vérité salvatrice et de certitude éthique.
un texte à propos duquel un penseur comme Philon pouvait soutenir que tout en lui était vrai et que rien en dehors de lui ne l'était. Ainsi, transférer ce livre dans le programme d'études de la littérature vivante transforme la relation fondamentale que nous entretenions avec lui. Certes, dès le moment où la Bible a commencé à avoir de l'importance historique, des aspects de son style ont joué un rôle dans l'épistémologie biblique. On dit que la beauté de la langue coranique transcende les pouvoirs de l'expression humaine au point de justifier pratiquement la prétention du Coran à avoir été dicté par un ange et d'être en un sens qui n'est même pas métaphorique, la parole de Dieu. Son style est donc considéré comme la meilleure preuve de sa véracité. Les écrits bibliques sont en revanche censés être un compte rendu établi par des témoins humains, et par bien des points ils pêchent tant contre le goût littéraire qu'il devrait forcément être véridique. Qu'il devait forcément être véridique. Un apologiste du IIe siècle écrit « Alors que je concentrais toute mon attention sur la découverte de la vérité, je suis tombé sur des écrits barbares, et je fus amené à leur accorder foi grâce aux tournures sans prétention de leur langue. Origène, admettant l'infériorité stylistique de l'écriture sainte dans une comparaison spécifique avec Platon, y voit une preuve qu'elle est précisément la parole de Dieu, puisque si elle avait été écrite par des hommes, elle serait plus élégante. Son côté mal dégrossi constitue une arme supplémentaire pour confondre les prudents. Dans la préface malicieuse aux aventures d'Arthur Gordon Pym de Nantucket, Poe fait écrire à son héros fictif « Si grossièrement venu que fût mon livre du point de vue littéraire, son étrangeté même, si toutefois il y en avait, serait pour lui la meilleure chance d'être acceptée comme vérité. Que la prose toute simple a plus de chances d'être perçue comme vraie est une maxime stylistique qui n'est pas inconnue des philosophes placés devant le choix d'une diction philosophique. On n'a qu'à penser à Moore, mais je voulais seulement faire remarquer ici qu'il existe une différence profonde entre le fait de considérer la Bible comme de la littérature et celui de la prendre pour le verbe. Et je suppose que les passages mis en évidence appartiendraient à des classes disjointes selon le point de vue adopté. Si la prétention à la véracité de la Bible n'avait plus de force contraignante, le charme qui lui resterait ne serait qu'une faible compensation. Quelque chose du même genre se produit lorsqu'on promeut la philosophie comme littérature en tant qu'opposée à la philosophie comme vérité. D'un autre côté, traiter la philosophie momentanément comme si elle était un genre littéraire nous fournit l'occasion de réfléchir, comme je le ferai brièvement, sur la manière dont on a considéré la vérité philosophique. Cela nous permet de voir comment nous avons conçu la vérité quand nous ne nous considérions pas comme produisant de la littérature. Ce qui pourra nous donner à réfléchir quant à la manière dont les différentes dimensions de notre être professionnel sont liées entre elles. Depuis le moment à peu près où la philosophie s'est professionnalisée, sa forme littéraire canonique a été celle de l'article philosophique professionnel. Notre activité de philosophe consiste à lire et à écrire de tels articles, à enseigner à nos étudiants et à en lire et à en écrire, à inviter d'autres philosophes à venir nous présenter un de leurs articles auxquels nous répondons en posant des questions qui en fait constituent des recommandations éditoriales. Elles sont régulièrement incorporées à l'article et signalées dans sa première ou sa dernière note qui nous exempte de toutes les erreurs et bévues qui pourraient subsister et nous remercie pour nos suggestions utiles. Les revues où paraissent ces articles, quelles que soient leurs caractéristiques individuelles, fortuites, éventuellement utiles à tel ou tel secteur de détail de la profession, ne diffèrent pour le reste pas énormément entre elles, pas plus que les articles, lorsque, selon les règles du compte rendu anonyme, nous gommons le nom de la filiation institutionnelle. On ne trouvera pas de témoignage interne d'une présence octoriale, mais uniquement une unité textuelle de philosophie pure, pour la présentation de laquelle l'auteur aura sacrifié toute identité. Cela implique une vision de nous-mêmes, pleine de noblesse, comme autant de vecteurs de transmission d'une vérité philosophique entièrement impersonnelle, et une vision de la réalité philosophique comme étant constituée de problèmes, qui peuvent être isolés, qui sont difficiles, mais peuvent tout compte fait trouver une solution, que nous ne saurions certes pas achever en une quinzaine de pages, mais dont nous pouvons néanmoins nous approcher en ce nombre de pages. L'article constitue donc un compte rendu impersonnel de résultats limités,
destinés à un cercle très restreint de lecteurs, ceux pour lesquels ces résultats peuvent avoir quelque utilité, dans la mesure où, avec les auteurs des articles, ils sont engagés dans une entreprise commune, qui est la construction de l'édifice du savoir philosophique. Il est évident que la vision de la réalité philosophique, tout comme de la forme de vie qui s'est développée dans le but de découvrir cette réalité, ainsi que de la forme de littérature, sous laquelle il est indiqué de la représenter, qui sont impliqués par ce programme, suivent fidèlement le modèle de la vision de la réalité, de la vie et de la littérature, qui définit ce que Thomas Kuhn nous a appris à considérer comme la science normale. La maîtrise de la forme littéraire adéquate représente la clé du succès dans la forme de vie en question. Elle assure la stabilité d'emploi et le genre de reconnaissance qui consiste à recevoir de nombreuses invitations pour présenter ses articles et peut-être à se voir offrir la présidence de l'une ou l'autre section de l'Association américaine de philosophie. Si on fait abstraction de ces bénéfices pratiques, il est inconcevable que quiconque pût être intéressé à participer à la forme de vie définie par la forme littéraire en question, s'il ne partageait pas la conviction qu'elle est la voie royale de la vérité philosophique. Mais que la vérité philosophique soit définie par la conviction que c'est là la manière de la découvrir, n'est pas de manière aussi évidente une affaire de consensus. Je n'ai l'impression ici de critiquer ni une forme de vie à laquelle, après tout, je participe, ni une forme de discours et d'écriture qui, après tout, favorise les vertus de clarté, de brièveté et de compétence chez ceux qui sont obligés de s'en servir. Je veux seulement souligner qu'il existe assez de liens internes entre le concept de vérité philosophique et la forme de l'expression philosophique, pour nous amener à reconnaître que lorsque nous nous tournons vers d'autres formes, nous nous tournons peut-être également vers d'autres conceptions de la vérité philosophique. Prenons par exemple notre manière d'aborder nos prédécesseurs. Une grande partie des textes que j'ai lus sur Platon, dont l'œuvre est, dit-on, le texte auquel toute la philosophie ultérieure n'ajoute qu'un vaste ensemble de notes de bas de page, donne l'impression que Platon n'est en réalité qu'une note de bas de page ajoutée à lui-même, et qu'on lui donne des cours particuliers afin qu'il arrive à faire accepter un de ses articles dans The Philosophical Review. De même, une bonne partie des textes sur Descartes consiste à reprendre son argumentation en la transcrivant dans des notations qu'il aurait certainement adoptées s'il y avait eu l'occasion d'apprécier leurs avantages, puisqu'il est si évident maintenant de savoir où il s'est trompé. Mais dans les deux cas, on aurait peut-être au moins pu se demander si on pouvait séparer aussi facilement les buts, que ces auteurs s'étaient proposé des formes qui leur avaient peut-être paru indispensables pour la présentation de l'œuvre, et donc si la réduction du dialogue, de la méditation, à de la prose conventionnelle n'avait pas peut-être abouti à la perte de quelque chose de fondamental pour ces manières d'écrire. Il se pourrait que la forme sous laquelle la vérité, comme il l'entendait, doit être saisie, exige une forme de lecture et donc un genre de relation à ces textes qui diffèrent complètement de ceux qui sont appropriés à un article ou à ce que nous appelons parfois une contribution. La raison en est qu'il est censé arriver au lecteur autre chose, quelque chose de plus que de recevoir une information. Tout compte fait, ce ne sont peut-être pas seulement les textes qui perdent quelque chose lorsqu'on les réduit à des articles. Il se peut que la vie elle-même perde quelque chose lorsque la philosophie est réduite à la production et à la transmission d'articles, aussi noble que puisse être la vision correspondante. Ainsi, le fait de traiter la philosophie comme de la littérature ne vise pas tant à faire fi de l'aspiration à la vérité philosophique qu'à mettre en garde contre une conception appauvrie de la lecture, précisément parce que nous nous rendons compte que même dans la philosophie analytique contemporaine, il y a quelque chose de plus que la simple assertion du vrai. Atteindre ce genre de vérité implique une sorte de transformation du public et l'acquiescement à une certaine forme d'initiation et de vie. Je ne connais pas d'autres domaines de l'écriture qui aient été aussi fertiles en production de formes d'expression littéraire que la philosophie. Car dans notre histoire, on trouve, pour utiliser la liste partielle que j'ai établie un jour, des dialogues, des notes de lecture, des fragments, des poèmes, des examens, des essais, des aphorismes, des méditations, des discours, des hymnes, des critiques, des lettres, des sommes, des encyclopédies, des testaments, des commentaires, des investigations, des tractatus, des Vorlesungen, des conférences, des formes d'Aufbau, construction, des prolégomènes, des parerga,
des pensées, des sermons, des suppléments, des confessions, des sentences, des enquêtes, des journaux, des plans, des esquisses, des métaphores, des mémorandums et exemples autoréférentiels ici, des allocutions, ainsi que d'innombrables d'autres formes qui n'ont pas d'identité générique ou qui constituent elles-mêmes des genres distincts, les Holzwege, les grammatologies, les postfaces non scientifiques, les généalogies, les histoires naturelles, les phénoménologies, ou encore ces genres tels qu'ils soient, auxquels correspond, quel qu'il soit, auquel correspond le monde comme volonté et comme représentation, ou le corpus posthume de Husserl, ou les derniers écrits de Derrida, sans oublier les formes littéraires standards, les romans, les pièces de théâtre, et ainsi de suite, que les philosophes ont choisi lorsqu'ils étaient doués dans ce domaine. Il faut se demander par exemple quelle peut être la signification cognitive impliquée par le fait que les textes chinois classiques sont en général composés de bouts de conversation. L'importance de cette question m'est apparue clairement lorsque j'ai entendu un érudit que je respecte se plaindre de la difficulté extrême qu'il éprouvait à extraire des propositions de Chuang-Tzu, car elles constituent peut-être le début d'une compréhension de la manière dont il faut aborder ce sage insaisissable et de ce que veut dire le lire. En réponse à un compte rendu de The Realm of Truth fait par son secrétaire, Santayana a écrit « Il est heureux que vous puissiez prendre des vacances à présent, ce qui n'exclut pas la possibilité de retrouver les textes avec une fraîcheur de jugement et d'aperception renouvelée. À ce moment-là, vous ne déprécierez peut-être pas mes morceaux de bravoure, et vous verrez ce qui est la vérité historique, qu'il ne s'agit pas d'ornements surajoutés, mais de développement organique et de réalisation d'une pensée qui jusque-là avait évolué dans les limbes des abstractions verbales. »